au nom de la démocratie et de la transparence, doit-on parler de la vie privée des hommes politiques? L'article 9 du Code civil stipule que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Et pourtant, certains franchissent la ligne jaune sans complexe et divulguent des rumeurs. Est-ce la fin d'un tabou? Est-ce la fin d'une hypocrisie? Le débat est ouvert. André Santini, bonjour, je ne vous présente plus, vous êtes pensionnaire ici à Pic et Polémique. Alors la vie privée des hommes politiques en ce moment, j'ai l'impression que c'est très tendance. D'abord il y a le livre de Birnbaum qui vient de sortir. D'ailleurs je tiens à le remercier pour son courage. Il s'est fait porter absence, ce qui prouve d'ailleurs une certaine lâcheté. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Soral? Il paraît qu'il fait une dépression. Ah oui, vous avez vu vous allez le défendre, hein, puisque j'ai ici deux défenseurs, le pamphlétaire Alain Soral et le journaliste américain. Je ne défends pas les personnalités, je défends des idées. Merci. Bon, j'en reviens à André Santini. Alors, vous ne trouvez pas que les mœurs sont en train de changer en ce moment en France? Le succès de la presse people avec la vie privée des vedettes du showbiz, etc., devait un jour ou l'autre attirer quelques vautours autour des politiques. Et comme certains politiques parfois en font un peu trop, oui. Veulent se montrer avec leur cigos sur les genoux, le chien entre les pattes. Vous voulez peut-être donner des noms? Non, on n'a qu'à lire le bouquin qui... Enfin, on en reparlera tout à l'heure, qui est un peu surprenant. Ça fait plutôt catalogue de sex shop. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on devait s'attendre. Et puis alors, il y a l'exemple anglo-saxon qu'on nous cite toujours quand il est mauvais. Je ne vois pas ce que ça apporte. Moi, je continue à penser que les Français en particulier se foutent de savoir qui baisse qui. Alors là, alors Alain Soral, oui. Bah moi, je suis à peu près d'accord avec monsieur. Je résumerai simplement. Il était fatal. Ils ont voulu Gala, ils auront Voici. Oui. Ils ont les deux en même temps d'ailleurs. Bon. Non, l'un après l'autre, puisque Voici c'est maintenant, Gala ça fait plusieurs années que ça dure. Alors Ted Stanger, vous étiez correspondant de Newsweek à Bonn, à Jérusalem et à Paris. Vous êtes... J'ai travaillé pour un hebdo sérieux, donc j'ai pas eu l'occasion de parler de ces choses-là, mais je dois dire que la presse française ne reflète pas la France. La France a une presse qui date de la Troisième République, tandis que nous vivons la Cinquième République tout de même. Oui. Et je pense qu'il y a une espèce d'hypocrisie dans ce pays qui est assez rampante maintenant, en quoi on peut parler de ça à dîner, mais on ne peut pas le voir... C'est-à-dire les rumeurs sont le privilège des journalistes, des dîners en ville, si j'ai bien compris, non, Soral? Ils sont tenus au secret de la confidence, n'est-ce pas, monsieur? Et même de la confession. Bon, alors, vous avez été victime finalement de la grande presse, Jean-Luc Romero. C'est-à-dire que moi je pense qu'on a droit au jardin secret, mais on ne doit pas vivre dans la contradiction. Oui. Et le problème d'un certain nombre d'entre nous, c'est que nous vivons un peu trop dans la contradiction. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on n'a pas à divulguer la vie privée des hommes publics, parce que c'est entrer dans un engrenage dont on ne sait pas où est la fin. Aujourd'hui, on peut le faire pour des raisons éthiques, entre guillemets. Demain, ce sera l'extrême droite qui le fera pour d'autres raisons. Mais en même temps, c'est vrai que parfois aussi, on peut dire un certain nombre de choses si elles aident votre message. Moi, quand j'ai dit que j'étais séropositif, c'était aussi parce que ça fait 8 ans que je suis, je crois, le seul élu à aller dans toutes les villes de France, toutes les semaines, pour dire que le sida n'est pas une maladie taboue, n'est pas une maladie honteuse. Et dans le même temps, je ne le disais pas moi-même. Et je crois que pour illustrer mon discours, il fallait que je le dise. Mais en même temps, personne n'est obligé de dire quoi que ce soit. Et quant à dénoncer les gens, je trouve ça tout à fait scandaleux parce qu'on n'imagine pas les conséquences que ça peut avoir. Allez-y, vous pouvez l'interrompre. Il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est les gays de gauche qui vous ont balancé. Oui, vous avez été balancé. Vous n'avez pas été balancé par les hétéros catholiques, vous avez été balancé par les gays de gauche. Non, mais les catholiques ne savaient pas forcément de risquaient pas de me balancer. Un président de la République qui cherche un deuxième mandat, est-ce qu'il a le droit de truquer son bulletin de santé et de cacher aux Français la vérité? Bah écoutez, si ça l'empêche pas d'exercer sa fonction, regardez par exemple, un président de la République séropositif. Le peuple est souverain. Oui, mais enfin, le peuple est souverain si à partir du moment ça n'empêche pas de gérer le pays. Et dans l'ignorance, comment est-ce qu'on peut être souverain si on est dans l'ignorance? Mais pourquoi voulez-vous qu'ils disent, par exemple, un président de la République séropositif? On peut être séropositif pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. Quelle importance ça peut avoir à partir du moment à partir du moment où il gère le pays normalement, ça n'a pas de conséquences et je ne vois pas pourquoi on connaît. Alors on en revient parce que votre cas est un peu particulier, donc on en revient justement à cette mode, et je pense au livre de Birnbaum, là, nos délits d'initiés. D'ailleurs, le journal Marianne a fait un édito terrible où il parle d'opération de dénonciation sexuelle, de dégueulasserie au nom de la vertu. C'est le colportage des rumeurs cher à la presse d'extrême droite. Alors Anita Hauser, vous êtes journaliste politique, vous venez de publier Sarkozy, itinéraire d'une ambition. Alors quand on regarde le livre dans son détail, vous, la vie privée, ça vous intéresse pas du tout. Est-ce que c'est pas une faute professionnelle? Écoutez, je ne le pense pas. Moi, je suis de la vieille école. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire que... Troisième République.
Admettons. Je ne suis pas sous le lit, et donc je ne sais pas. Alors le Canard enchaîné dit qu'il ne faut jamais franchir la ligne de la chambre à coucher. Thierry Sausset, spécialiste du marketing. Oui, le Canard enchaîné est quand même bien mal placé pour donner des leçons, car souvenons-nous de l'histoire du cardinal Danielou. Oui. Hein, et le Canard enchaîné, eh ben, c'est contredit lui-même. Vous voulez dire par là qu'il dit tout et son contraire? Exactement. Oui. Ce jour-là, il joue à l'extérieur. Hein. Oui. Exactement. Alors Thierry Sausset, vous êtes spécialiste de marketing politique, vous connaissez cet univers mieux que personne, vous dînez avec eux, et c'est vrai que quand on est à table le soir avec des hommes politiques, des rumeurs, des ragots, il n'y a que ça. Alors pourquoi les rumeurs et le ragot seraient-ils le privilège de quelques initiés et pas des lecteurs de la grande presse? Parce que je crois qu'il y a une grande différence entre ce qu'on peut se dire entre quelques personnes en privé et ce qu'on dit sur les antennes. Mais je crois qu'il faut savoir surtout de quoi on parle. Oui. Parce qu'on peut dire qu'il faut que les hommes politiques soient cohérents sur le plan de la morale, y compris avec leur vie privée. Et on peut même éventuellement les mettre devant leurs responsabilités, ça c'est une chose. Mais si je ne me trompe, jamais un journaliste ne peut évoquer une information construite sur une rumeur s'il n'est pas capable de l'affirmer ou de mettre l'homme politique face à sa contradiction. Et donc vous parlez d'une chose qui n'est pas le livre de Birenbaum. Oui. Le livre de Birenbaum, c'est un ramassis de rumeurs sans aucune preuve, attendez, sans aucun élément crédible à l'origine, avec deux choses terribles. La première chose, il dit par exemple sur le fils caché de Chirac au Japon, il dit il y a trop de rumeurs pour qu'on ne s'interroge pas. Mais vous envoyez des gens à l'échafaud avec ça. Et en plus, évidemment, vous faites le jeu de Le Pen. Parce que si la politique française, ça doit devenir les affaires de cul des hommes politiques, c'est tous pourris, c'est tous pareils, c'est tous malhonnêtes, c'est tous incapables d'être moraux. Donc attendez, je termine simplement. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'inciter les hommes politiques à une certaine cohérence, à une certaine morale, ou est-ce qu'on fait un ramassis de machins qui, sous prétexte du droit d'informer, vous vous rendez compte, ce monsieur utilise le mot de droit d'informer, comme si c'est une information de se placer au niveau de la braguette pour vendre des bouquins. Oui, alors Anita, ça, je vais un peu dans votre sens, mais je trouve que ce bouquin est un bouquin de délation. Et alors, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas qu'il étale des rumeurs qu'on a tous entendues. Faites pas semblant de les offusquer. Pas tous, vous non, dînez. Si, non, le peuple ne les ont pas entendus. Moi, j'ai appris des choses. Moi, j'ai appris des choses. Derrière le 21 avril, pour sortir ça, alors là, alors bon, moi, j'ai lu votre bouquin sur Sarkozy. Attendez, c'est la méthode de Le Pen. C'est Le Pen. Donc, mais si, c'est disqualifier les hommes politiques, les discréditer par tous les moyens. Mais est-ce que je vais faire une petite remarque, par exemple, sur le précédent Mitterrand. Quand on a su que Mitterrand avait Mazarine, ça n'a choqué personne, les Français adorent ça. C'est pas du tout la mentalité française, on n'est pas la mentalité anglo-saxonne. Ce qui a beaucoup plus gêné chez Mitterrand, c'est son amitié avec Bousquet. Mais c'est pas Mazarine. Mazarine, ça lui a fait aucun tort. Ça lui a fait aucun tort. Les Français aiment bien savoir qu'un homme politique baise. En France, vous ne savez pas si ça lui a fait du tort ou pas, mais Mazarine a été révélée à la fin de la vie politique de Mitterrand. Donc, je veux dire, ça n'avait plus d'importance, il avait... C'était fait quand même, c'était fait, la différence, c'est qu'il l'a fait lui-même. Là, quand même, je veux dire, c'est de la délation, c'est pas du tout la même chose. Il l'a fait parce que c'est méthode anglo-saxonne, c'est méthode américaine que vous connaissez bien. Moi, ce qui m'énerve, c'est que la France, c'est pas les États-Unis. Je ne fais pas la comparaison. Mais en France, en général, les gens qui protègent la vie privée, entre guillemets, c'est les gens qui ne font pas confiance au bon goût du public français. Voilà. Oui, monsieur l'abbé. Il y a une double tradition historique. Il y a une tradition monarchiste, dont a usé le président Mitterrand, et puis il y a une tradition laïcarde et républicaine. Et si on est vraiment laïque, la vie privée ne doit pas inférer sur la vie publique. En revanche, c'est vrai qu'on pardonne les maîtresses du roi. C'est ça un peu la tradition. Ça veut dire que l'homme politique, il est devant un dilemme qui est le suivant, ou bien noblesse oblige, ou bien le repos du guerrier. Alors pour laquelle vous êtes, monsieur Santilli? Le problème, c'est pour une fois que les politiques ne sont pas déclarés impuissants, ça vaut le coup de le signaler. Vous êtes dans un métier de séduction, vous avez besoin sans cesse de vous prouver que vous êtes en état de puissance. Mais c'est de votre faute, monsieur le maire, c'est de votre faute à la force de... Mais si, à la force de... Paul, je défends Birenbaum, mais je lui reproche de faire un long chapitre, trop long, sur un supposé fils japonais du président de la République. C'est trop, parce que ça n'influe pas sur l'État. Si on était en état de guerre avec le Japon, si.
bien sûr. Mais au fait, qu'est-ce que ça peut changer au prix de fermenteur? Mais vous, les hommes politiques, vous finissez par avoir ce que vous recherchez. Je veux dire, à la force. Mais c'est vrai, vous êtes prêts à tout pour paraître. Mais vous faites la une. Non, mais attendez, que ceux qui veuillent effectivement faire les malins avec leurs gosses, etc., se montrer à la cuisine, à la salle de bain. Si ça leur retombe, si ça leur tombe sur le coin de la gueule, je trouve ça logique parce que c'est eux qui ont choisi. Mais pour le reste, les Français se foutent pas mal de savoir. Alors, excusez-moi, si je fais une petite analyse psychanalytique de la colère du corps des journalistes initiés contre Birenbaum, c'est que tous auraient pu faire ce livre. Et qu'ils l'ont pas fait, et qu'il y avait Sandry qui a ramassé, et que c'est lui qui les a pris. Et du coup, les autres se disent, on aurait pu le faire aussi. Mais dites pas ça, il n'y a pas un journaliste digne de ce nom qui aurait osé publier ça. Écoutez, franchement, il n'y a pas un journaliste avec une carte de presse qui aurait osé publier ça. Vous n'auriez jamais osé publier un livre comme ça. Il y a la tentation de résidence secondaire. Il va pouvoir s'acheter une résidence secondaire. C'est une tentation. Ça, c'est digne de notre admiration. Il y a une question commerciale. C'est des mœurs nouvelles. Ce livre, il se vend. Ce livre, et puis on va arrêter de parler de ce livre et on va parler de la vie privée des autres. Il va se vendre. Voilà. S'il se vend, c'est que finalement, il a un certain intérêt. Par exemple, moi, quand je lis votre livre. Attention, il se vendra, puis on voit qu'il n'y a pas grand-chose dedans, parce qu'en fait, comme il nous apprend rien, on se dit, tiens, on va peut-être faire le nom du fils de Chirac ou de sa photo, et en fait, on voit finalement qu'il n'y a qu'une rumeur. Mais sous les chaumières, on apprend des choses. Sous les chaumières, en province, où les gens ne sont pas à Paris, ils ne sont pas des initiés, ils apprennent des choses. C'est un livre pour la France d'en bas. La France d'en bas a besoin de ce livre. Voilà, vous aimez M. Raffarin. C'est pas très grave. Bon, c'est pas un livre pour la France d'en bas, ça? Oui, enfin, d'abord, faites pas l'hypocrite, allez. Ces dîners en ville dont on a parlé, et Thierry a raison, ça ne sert à rien. Bon. Ça réunit les gens. Ça fait partie du menu. Non, mais Carton avait déjà fait Flores. On fait ça toute notre vie. Voilà, on fait ça tous les jours et on va dîner en ville. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai dit. On finit. Il faut toujours alimenter le menu. Donc, on étale la vie de quelqu'un. Il faut que ça change, etc. Ça ne sert à rien. On n'apprend rien, ce sont des rumeurs non étayées, c'est souvent méchant, c'est par des gens qui sont aigris. Alors on n'a qu'à supprimer déjà les dîners en ville. Moi j'ai horreur. C'est pas très démocratique de supprimer les dîners en ville. Ils n'ont qu'à se réunir pour parler du Quéno. Anita, oui, Jean-Luc. Non mais s'il avait voulu simplement dire que les hommes politiques doivent arrêter d'avoir un discours et de faire le contraire, ce qui est vrai, beaucoup le font, et ce qui est tout à fait scandaleux. Je pense à personne, je ne vais pas dire que moi je ne suis pas pour la dénonciation des gens. Je crois qu'un homme qui a une grande famille et qui passe son temps à baiser et qui nous donne des leçons sur la famille, je crois que c'est pas concevable. Mais en même temps, quand il se dit catholique. Voilà. Mais en même temps, commencer à le dénoncer, c'est faire tout à fait le jeu de l'extrême droite qui n'attend que ça pour dire regardez, cette classe politique vous tient un discours et ne l'applique jamais pour elle-même. Attendez, une seconde. Anita, j'ai une question à vous poser. J'ai lu votre livre. Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez. Si, non, c'est une enquête, c'est très bien fait, c'est professionnel, j'ai rien à dire là-dessus. Simplement, vous ne dites pas comment M. Sarkozy a rencontré son épouse, et n'empêche qu'on ouvre tous les journaux, on les voit se tenir par la main, on les voit s'embrasser. Je ne sais pas. Oui. Parce que... Comment ils se sont rencontrés, dites-le-moi. Je ne sais pas. Parce qu'il y a plusieurs théories. Ils sont mariés, c'est clair. Mais attendez, pas du tout. Il y a des gens qui disent qu'ils se sont rencontrés. Louis XIV, on s'intéresse beaucoup à ça. L'histoire se fait par la petite histoire aussi. Mais parce qu'il y a plusieurs théories, donc je ne connais pas la bonne. Et ça ne vous intéresse pas de toute manière, même si vous le saviez. Ils se sont mariés, bon, ils ont vécu ensemble sans être mariés, puis ils ont fini par divorcer tous les deux. Voilà, et maintenant... Mais vous êtes très light dans vos propos. Oui, alors, monsieur l'abbé... C'est la vie de 40% des Français. Je veux dire, les hommes politiques sont pas là dans une situation différente des autres. Mais la force d'être en public, d'être en vitrine... D'abord, ce qui est formidable, c'est que maintenant, ils assument. Il y a 30 ans, ils ne divorçaient pas. Maintenant, ils divorcent. Donc, c'est un premier pas. On peut peut-être évoquer qu'un journaliste politique tient plus son pouvoir des politiques qui lui font des confidences que des ménagères qui le lisent. Et que le petit jeu qu'a joué Birenbaum, il risque, à mon avis, de faire du placard pendant quelques années. C'est-à-dire que les dîners, il sera pas invité. J'ai entendu par 2 fois un mot que je ne comprends pas. Je suis américain, ça veut dire quoi, baiser? Ah oui, je vais dire non, monsieur l'abbé ne peut pas répondre à cette question. C'est un truc que les Français font mieux que les Américains. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, donc il y a plusieurs livres comme ça qui parlent de la vie privée des hommes politiques, et j'ai l'impression que le mouvement va aller en s'accentuant, la vague n'est pas terminée. Vous n'avez pas le sentiment que ça va causer des dégâts dans des familles?
bien sûr. Toutes ces révélations. Attendez, moi je peux vous donner un exemple. Quand on a dénoncé mon homosexualité, moi j'étais prêt à le faire, donc ça allait plus tôt. J'ai reçu des courriers d'un certain nombre d'élus, dont certains sont très connus, qui m'ont dit ça m'arriverait, je me suiciderais. Parce qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de choses, et je pense sur l'homosexualité par exemple, ça reste encore extrêmement difficile, quoi qu'en disent certains. Vous voulez dire par là qu'il y a des hommes politiques publics homosexuels qui ne le disent pas? Ben oui, parce que la société aujourd'hui n'est pas encore suffisamment ouverte et que ça reste difficile. Je voudrais relater une anecdote. J'ai été correspondante aux États-Unis. Et aux États-Unis, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais attention, il ne faut pas mentir. Bon. Et il y a 2 parlementaires qui ont eu des aventures avec des pages au Congrès, c'est-à-dire des jeunes gens ou jeunes filles qui viennent faire des stages l'été. Il y a un parlementaire homosexuel, donc il y a eu une aventure avec un jeune homme, et un parlementaire hétérosexuel, père de famille, qui a eu une aventure avec une jeune fille. Alors, quand le scandale a été révélé, ils sont venus tous les 2 à la télé. Le premier avec ses enfants sur les bras en disant c'est affreux ce que j'ai fait. Et le deuxième qui a dit bah oui, voilà, je suis homosexuel. Et ça remonte à il y a quelques années. Eh bien, le premier a été battu, le deuxième a été réélu. Ah oui. Oui, alors commentaire, André Santini. Je suis un peu surpris. Oui. Alors bon, je disais... Je cherche la solution, hein, mais... Oui, Thierry Chauchet. Les choses avancent, mais pas autant que ça. Parce que par exemple, elles avancent à Paris, mais elles en province. Puis je peux vous dire, je vous montrerai certains des courriers que je reçois encore aujourd'hui, et notamment ces derniers temps, quand je suis allé à la Gay Pride officiellement pour l'UMP, je peux vous dire que j'ai reçu des dizaines de lettres, mais terribles. Donc les choses avancent, mais pas autant qu'on ne le croit. Je pense qu'il faut quand même bien comprendre que les socialistes ont eu l'idée intelligente de draguer les homosexuels puisqu'ils avaient perdu les ouvriers avec leur gestion, et que la droite se dit on a un coup de retard sur les homosexuels et que vous êtes aussi là pour ramener, pour faire comprendre aussi qu'on peut se péter de droite. Vous faire réagir sur eux. Oui, allez-y, Thierry. Non, je crois qu'on peut dépasser ce débat en se demandant est-ce qu'il y a un droit d'informer, est-ce qu'on peut tout dire et tout montrer. La réponse est non. Et d'ailleurs, cette dérive au-delà de ce livre de rumeurs, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout dire et tout montrer? Par exemple, parce qu'on va finir... Attendez, par exemple, parce qu'on va finir par s'habituer à ce que les témoins d'un crime ou d'un attentat parlent d'abord à la télévision au lieu de parler d'abord à la police. Là, on est sur la vie privée des gens qui nous gouvernent. Non, mais attendez, ça va continuer par les intérêts vitaux de l'État sur des opérations de services secrets, et ça se termine avec Baudis, donné comme ça, y compris dans les médias, pardonnez-moi, en pâture à l'opinion publique au niveau de la rumeur. Alors si vous voulez qu'on aille jusque-là... Alors, il y a une question que je voudrais vous poser. Façon de concevoir et le rôle des médias et la démocratie. Il y a l'article 9 du Code civil, il faut le respecter. D'autre part, aux États-Unis, par exemple, il y a un code de déontologie. Une journaliste n'a pas le droit d'avoir une aventure avec un homme ou une femme politique. Elle n'a plus le droit d'exercer sa fonction dans ce chapitre-là bien précis, n'est-ce pas, Ted? Elle est vite écartée de ce sujet-là. Tandis qu'en France, une interview se déroule et la personne qui fait l'interview avait soupé la veille avec la personne, voire plus. Mais quand on regarde le nombre de journalistes en France qui ont des aventures avec des hommes politiques... La politique a des avantages, on ne peut pas passer son temps à se serrer des mains sur les marchés aussi. Je veux dire, alors vous dites que les journalistes qui interviewent un homme politique ont quand même pas dîné ou couché avec lui la veille. Il ne faut quand même pas déconner. Il y a quand même des limites. Mais c'est vrai qu'on dit aussi à Paris que de nombreux journalistes politiques ont des aventures avec des hommes ou des femmes politiques. C'est vrai, ça, c'est vrai, ça se dit. C'est le bruit, c'est le potin. Il peut y en avoir, mais en même temps, ce qu'on reproche dans ce bouquin, on dit que les hommes politiques ne devraient avoir aucun rapport avec les journalistes. Mais alors comment les journalistes pourraient avoir des infos? Et puis les hommes politiques, leur rôle, c'est aussi de séduire. Pour faire passer leur message. Mais pour faire passer leur message. Quand une journaliste interviewe un ministre et qu'elle serait peut-être sa maîtresse, que les Français le sachent, ça pourrait peut-être leur donner un angle un peu plus fin pour comprendre la manière dont est menée l'interview. Alors on va donner la parole. Vous dites peut-être parce que vous n'en êtes pas convaincu. Non, j'en suis pas convaincu. Mais je veux rester près du livre, qu'il n'y a bien pas grand-chose dedans. Monsieur l'abbé, vous avez été le meunier de tous les parlementaires pendant quelque temps, donc vous savez tout d'eux, ils vous disent tout. Bien plus que Berenbaum. Ah oui, donc vous pourriez faire un livre. Non, si vous ne pas. Dieu sait si les éditeurs m'ont sollicité. Il y a un secret professionnel. Oui, il y a un secret, bien sûr. Oui. Alors, Alain Soral, pourquoi en fait vous êtes pour cette liberté totale, tout dire, tout montrer? C'est absolument pas ça, ce n'est pas mon point de vue du tout. Je dis que nous avons des tartuffes face à des jésuites. C'est-à-dire que ce bouquin est un bouquin jésuite. C'est-à-dire que mettre citoyen sur la couverture,
pour faire un peu d'argent en disant ce que les autres ont eu de la confrérie. C'est un peu écrivent mieux que cela. C'est un petit peu faux cul comme. Et puis derrière, il y a la corporation qui se lève en disant tu as franchi la ligne, on va te punir. Et là, c'est le côté Tartuffe, parce qu'en fait, on se demande si quelque part ils se disent on s'est retenu de faire ce bouquin, lui il l'a fait, il a pris 50 briques. Mais ça donne, André Santini, ça donne une bien mauvaise image quand même de votre profession. C'est-à-dire jusqu'à maintenant. Vous vendez la morale, c'est vrai, et puis on apprend des choses. Je ne suis pas d'accord pour qu'on vende la morale. La gestion, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on était des pourris, maintenant on est des baiseurs. Ça commence à faire beaucoup. Je me demande s'il y a encore une escalade à réaliser. J'en profite, tiens mon père, puisque vous parlez, j'en profite pour montrer votre livre. Priez pour les 5 sens. Tiens, ici, vous auriez intérêt à prier pour les 5 sens. Voilà. Et puis, Socrate à Saint-Tropez, c'est Alain Soral. Bon, voilà. Et puis. Un livre attaqué par Birenbaum, d'ailleurs. Ah oui, mais oubliez-là, celui-là. Alors, ceci dit, ceux qui ont attaqué Birenbaum, ils ont intérêt à faire un peu attention dans les semaines qui viennent à leur fréquentation. Lettre à une droite maladroite, pardon. Finalement, c'est vous la victime dans tout ça. Vous avez été la première victime. Tout est parti de vous, en quelque sorte. J'étais une victime, en fait, ça n'a pas gêné grand monde. Bon, d'abord, j'avais pas une notoriété exceptionnelle et je ne suis qu'un petit conseiller régional, donc c'était moins gênant. Mais en même temps, c'est vrai que les gens ne se sont pas rendus compte à quel point c'était dramatique et à quel point on avait vraiment franchi cette ligne rouge. Parce que je crois qu'il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas. Ça peut vraiment détruire des vies. Et à partir du moment, l'homosexualité d'un homme politique, je ne vois pas en quoi ça change quelque chose par rapport à son fait de service. Il semble qu'il n'y a pas de gestion homosexuelle des affaires publiques. Donc en général, on juge un homme politique. Même moi d'ailleurs, qu'on se traite d'homophobe, ce qui va savoir, c'est si le mec il gère bien, s'il est présent sur le terrain, etc. Bon, je voudrais revenir à la rumeur. Je pense que la majorité vous dites la rumeur, c'est la déchéance de l'information. L'institution de la rumeur, il n'y a pas pire, c'est le bal des hypocrites. Comment vous arrivez finalement, Anita, à faire un livre sans être tenté parce que vous savez que vous refusez d'écrire? Écoutez, je crois que j'ai écrit pas mal de choses. J'en sais pas beaucoup plus. Alors si vous en savez beaucoup plus, bien sûr que si. Je vous ai dit que je ne savais pas exactement comment Nicolas Sarkozy avait rencontré sa femme. Oui, ça c'est moi alors. Là, écoutez, vous avez de la chance parce que c'est peut-être pas vrai. Donc, comme il y a plusieurs théories. La mairie de Neuilly, ça a quand même fait un peu de bruit à l'époque. Et alors, tout le monde sait que la femme de Nicolas Sarkozy était la femme de Jacques Martin auparavant. Jacques Martin est venu à la mairie de Neuilly en plein. D'accord, mais ils se connaissaient déjà à ce moment-là. Donc, vous ne savez pas comment pour lui dire merci. Oui. C'est rigolo tout ça. Pourquoi voulez-vous que je consacre un chapitre à dire c'est peut-être comme ça, c'est peut-être comme ça, c'est peut-être comme ça. Qu'est-ce que ça apporte? Mais quand vous parlez du couple Sarkozy et son épouse, est-ce qu'ils se mettent déjà pas dans l'optique présidentielle? Si, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de honteux à ça? Le mariage politique est un mariage morganatique, c'est-à-dire que la femme de Sarkozy n'est pas ministre, que je sache, elle n'est pas madame la ministre, et c'est pas normal souvent de mettre aux affaires des femmes d'élus, ou des maris d'ailleurs d'élus dans l'autre sens, alors que c'est absolument morganatique. La républicaine. Je crois pas qu'on n'est pas dérive monarchiste. Exactement. Je crois pas qu'on puisse dire objectivement que les Sarkozy se mettent ensemble pour des raisons qui touchent à l'orbite présidentielle ou autre. Ça fait des années que cet homme politique a besoin d'avoir sa femme à côté de lui, qu'elle l'accompagne dans beaucoup de déplacements, qu'elle travaille. Non, mais évidemment c'est un copain, mais c'est pas ça la question. Qu'elle travaille avec lui. Ce que je veux dire, c'est commencer depuis longtemps et il n'y a pas un plan de mise en scène pour les élections présidentielles. C'est pas vrai. Alors, ça, je suis moins sûr que vous. Oui, Anita, oui. Ça ne peut pas vous en vouloir. Oui. Alors quand on franchit... Sur le fait que ça a commencé il y a longtemps et que c'est pas fait pour un plan de campagne aujourd'hui, vous êtes d'accord? Tout à fait. Il se trouve qu'en plus c'est vrai. Actuellement, je pense quand même qu'il y a une stratégie. En fait, on franchit la ligne jaune de la vie privée, André Santini, au nom de la laïcité. Pardon, mon père. Non, mais je vais faire ma visée. Oui, je suis parfaitement laïque et humaniste et tolérant, et j'accorde volontiers qui tue à ce qu'a dit le père Lamorandais pour une fois. Oui. Alors est-ce que ce livre qui parle de la vie privée de la conversion, est-ce que vous êtes là pour vous êtes en train de raconter votre clientèle? Tout est bon pour vous. Vous êtes converti politique finalement. Tout à fait. Vous voulez convertir tout le monde. Je ne vais pas trahir ma mission à cause de vos beaux yeux, non? Oui. Alors bon, on peut dire que maintenant les verrous sont en train de sauter, non, Jean-Luc Romero? Finalement, c'est bon pour la démocratie, c'est bon pour la transparence. Je ne pense pas du tout que ce soit bon. D'abord, c'est un livre, et je ne pense pas que ça va continuer, d'autant qu'il parle surtout de rumeurs. La plupart des choses ne sont pas des choses établies, ce n'est pas une enquête qui a été faite en plus. Et heureusement, j'espère que ça ne va pas sauter, sinon c'est grave pour la démocratie, et on verra Le Pen en PACA l'année prochaine. Non, ce qui est bon pour la démocratie, c'est un peu facile. De parler de Le Pen en PACA, c'est pas à cause d'un bouquin comme ça que Le Pen peut être élu en PACA. Ce qui est bon pour la démocratie et la citoyenneté, c'est... Attendez, les hommes politiques, forcément, celui qui est le plus vertueux, qui se veut le plus vertueux, c'est Le Pen, qui nous fait dès
leçon à longueur de temps. Mais à longueur de temps, il passe le temps à nous dire ça. Pas du tout, oui, Ce qui est bon. Alors justement, oui, une seconde. Vous dites que les hommes politiques deviennent de plus en plus people puisqu'ils s'occupent de moins en moins de politique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dès lors qu'il y a de moins en moins de différences sur le plan de la gestion entre les politiques, en gros, il n'y a plus d'alternative de gestion politique. Ils sont tous libéraux. Qu'est-ce qui fait la différence? La manière dont ils sont habillés, leur résidence secondaire. Les Français, il faut bien qu'ils s'intéressent à quelque chose. Et à un moment donné, leur maîtresse et leur vie sexuelle, c'est le syndrome de Don Juan. Moins Don Juan a pu faire de politique parce que Louis XIV les avait enfermés à Versailles. Plus ils se sont rabattus sur la baise et ça s'appelle le libertinage. Et ben c'est la même dérive qui se passe, c'est que moins les politiques font de politique sérieuse, c'est-à-dire de gestion, plus finalement on est obligé de s'intéresser aux petites différences entre les politiques qui font la même politique, c'est-à-dire leur look, leur sexualité, etc. C'est une fatalité sociologique. Vous avez le contre-exemple. Vous avez le contre-exemple. On peut rester sur Sarkozy. On dit mais sa femme en avant, on l'a vu dans Paris Match avec son fils, etc. Écoutez, attendez, pardonnez-moi, vous pouvez pas dire qu'il fait pas de politique et qu'il agit pas. Donc les contre-exemples, attendez, les contre-exemples, vous en avez quand même un paquet. Et d'autre part, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est le débat. Et qu'est-ce qui est dans le débat? C'est l'information. Ça veut dire que si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il vaut mieux lire le livre d'Anita Hausser que celui de Alors pour ce les monsieur. journalistes, finalement, les ragots... C'est pas un livre dangereux. André Santini, pour les journalistes, finalement, les ragots, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça sorte du cercle des initiés, si j'ai bien compris. Vous vous en régalez vous-même, vous m'en racontez de temps en temps des ragots. Je raconte des blagues, moi. Oui, des blagues. Hier, on m'a prêté un mot, par exemple, un journal, je ne l'ai jamais dit. Un mot sur qui? Comme ça, on m'a parlé de l'UMP qui va... J'ai jamais dit ça. Dire écrire, c'est pas pareil. Moi, j'envoie une dans mon livre, tout le monde le dit, mais moi, André, tous les trucs que vous racontez sur Paul, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Bon, c'est lui qui me le dit. Je suis en dehors du débat. Un dernier mot, Anita, en dehors de Sarkozy, l'homme politique qui vous intéresserait pour faire un livre un peu plus privé? Moi. André Santini, voilà. Il l'a dit. On sait que c'est un homme modeste, voilà. Merci à tous, En merci. humilité, il ne craint personne. Comment, oui? En humilité, il ne craint personne. C'est ce que je vaux. Il aurait drôlement dit. Ceci dit, l'humour est une forme d'humilité. Il aurait quand même drôlement intérêt à venir Et se d'intelligence en plus, ça fait beaucoup. Merci, mes seigneurs. Oui, alors moi je vous remercie en tous les cas. Je disais, il aurait intérêt à se faire confesser chez vous, mais c'est pas dans ses habitudes. Merci à tous, merci au Café Barge. Bon week-end à tous. Bien. Il va y avoir